Bonjour et bienvenue dans Akhbar Education Show, le podcast dans lequel j'explore l'évolution de l'éducation à travers la nouvelle pédagogie actualisante dans les salles de classe ou la salle de classe ou bien sûr les écoles. C'est une nouvelle pédagogie. Elle vient juste de sortir il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Rejoignez-moi pour explorer la nouvelle méthode pédagogique actualisante de l'éducation. Je parlerai de son potentiel pour améliorer les méthodes d'enseignement, personnaliser les expériences d'apprentissage et combler les lacunes en matière d'accessibilité. Que vous soyez enseignant, étudiant, parent ou simplement curieux de connaître l'avenir de l'apprentissage, Akhbar l'Education Show est une destination à ne pas manquer sur le pouvoir et les stratégies gagnantes de l'éducation. Je suis votre host, Rafik Gasmala, expert en curriculum et méthodes d'enseignement. Alors, mettez vos écouteurs et rejoignez-moi dans ce voyage éducationnel pour bien maîtriser et explorer la nouvelle méthode pédagogique qui est la pédagogie actualisante. Hey, re-bienvenue encore. Selon les récentes recherches en sciences de l'éducation, notamment les recherches de la Faculté des sciences de l'éducation de 1999, page 12, on définit la pédagogie actualisante comme processus interactif de socialisation qui répond aux caractéristiques individuelles des élèves dans la salle de classe. Cette pédagogie vise à actualiser le plein potentiel de l'apprenant dans les dimensions interpersonnelles et intrapersonnelles. En d'autres mots, la pédagogie actualisante en éducation met l'accent sur l'engagement actif des élèves, l'apprentissage par l'expérience, la personnalisation de l'enseignement et la collaboration sociale dans le but de favoriser une compréhension approfondie et durable des concepts enseignés. Dans une classe qui utilise la pédagogie participative, les élèves sont encouragés à participer activement à leur propre apprentissage plutôt que simplement revoir les informations ou recevoir les informations passivement. Ils apprennent en faisant et en expérimentant plutôt qu'en écoutant simplement des conférences ou en lisant des manuels. L'enseignant reconnaît que chaque élève est unique et peut avoir des besoins et des styles d'apprentissage différents. Et ça, on le voit de plus en plus dans nos classes. Les activités de groupe et de collaboration sont souvent utilisées pour encourager les élèves à travailler ensemble, à échanger les idées et à résoudre des problèmes en équipe, en fait, plutôt que de se concentrer uniquement sur le contenu à enseigner, la pédagogie actualisante met l'accent sur les besoins, les intérêts et les motivations des élèves. D'un autre côté, la pédagogie actualisante est une pédagogie qui met l'accent sur l'unicité, la responsabilité, l'accueil, l'appartenance, la participation et bien sûr l'autonomie, l'engagement, la maîtrise de l'apprentissage, l'intégration, la coopération et l'inclusion de tous les élèves. À vrai dire, un climat de classe inclusive fait référence à un environnement dans lequel tous les élèves se sentent soutenus intellectuellement et académiquement et bien sûr bénéficient d'un sentiment d'appartenance à la classe, indépendamment de leur identité, de leurs préférences d'apprentissage ou de leur éducation. De tels environnements sont durables lorsque les enseignants et les apprenants travaillent ensemble. Dans un souci de prévenance, de respect
et d'excellence académique et sont essentiels pour encourager la réussite scolaire de tous les élèves. Selon les recherches faites par Kaplan et Miller en 2007, ces recherches indiquent que de nombreux étudiants peuvent être plus accessibles ou susceptibles de réussir sur le plan académique dans les environnements dotés de modes d'apprentissage plus collaboratifs qui reconnaissent les expériences personnelles des étudiants. En d'autres mots, dans une classe où on reconnaît les expériences, où on travaille, où on prépare les leçons à l'aide de l'utilisation, où on utilise les expériences personnelles des étudiants, on trouve que presque tous les étudiants dans cette classe vont réussir sur le plan académique et même sur le plan personnel. L'apprentissage des étudiants peut être amélioré en établissant un temps de classe amical, bienveillant et solidaire, et qui permet aux étudiants d'explorer les relations entre le matériel de cours et les expériences personnelles et sociales des apprenants. Les enseignants peuvent considérer divers domaines et stratégies pour promouvoir cette inclusivité ou l'inclusion dans la salle de classe, notamment le programme, les choix de lecture assignés. C'est pas l'enseignant qui décide qu'est-ce que l'élève veut lire, c'est l'élève qui va décider qu'est-ce qu'il adore lire, qu'est-ce qu'il veut lire, qu'est-ce qu'il aime lire. Les attentes en matière de discussion et le style personnel. Dans le cadre de cette première épisode, qui est la première épisode d'Akhbar Education Show, je vais essayer de décrire plusieurs stratégies de gestion de classe pour une classe inclusive qui sont l'une des caractéristiques de la pédagogie actualisante. Donc, chaque enseignant peut écouter ce podcast et utiliser ces stratégies pour réussir dans sa classe. En fin de compte, les enseignants travaillent pour le bénéfice des élèves, pour que tous les élèves réussissent dans la salle de classe. Une relation élève-enseignant en classe est une relation positive entre l'enseignant et l'élève dans le but de gagner la confiance et le respect mutuel. Cette relation peut consister à mieux connaître nos élèves, à leur offrir les choix et les encourager à devenir de meilleurs apprenants chaque jour. En faisant cela, les enseignants font preuve de respect envers leurs élèves, valorisent leur individualité et bien sûr, ils sont polis envers les apprenants, c'est-à-dire les enseignants, à force qu'ils valorisent les individualités des élèves, ils vont automatiquement être polis aux yeux de ces derniers qui sont les élèves. Avoir une relation positive avec nos élèves les aide à mieux réussir en classe et fait de notre classe un environnement sain, bien sûr sécuritaire et accueillant pour tous. Tous, c'est-à-dire les élèves, les parents, même les enseignants eux-mêmes. Pour décrire la gestion inclusive dans la salle de classe, je pourrais dire que la gestion inclusive de classe est un processus qui crée un environnement d'apprentissage favorable aux élèves, quels que soient leurs antécédents, leur capacité ou leur identité. Qu'ils soient kabyles, qu'ils soient tergis,
qu'il soit chaoui, qu'il soit arabe, le concept d'inclusivité est de faire en sorte que chaque élève soit valorisé et respecté et soutenu dans son parcours d'apprentissage. En termes simples, l'inclusion dans la salle de classe signifie garantir que chaque enfant, quels que soient ses besoins individuels ou les obstacles à l'apprentissage, ait un accès égal à l'apprentissage et les mêmes chances de réussir dans son cursus scolaire. Et là, j'explique un petit peu, c'est que l'enseignant doit inclure tout le monde dans la salle de classe. Par exemple, il doit traiter tous les élèves à pied d'égalité. Il ne doit pas favoriser ceux qui prennent des cours supplémentaires en dehors de la salle de classe et les favorise et les met ou les traite différemment que les élèves qui ne viennent pas pour prendre des cours supplémentaires chez lui ou chez elle en dehors de la classe. L'inclusion ne consiste pas seulement à apporter un soutien supplémentaire aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Il s'agit de créer un environnement d'apprentissage qui fonctionne pour tous, je dirais tous les élèves de la classe ou de l'école, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient membres d'une communauté minoritaire, ou qu'il soit issu d'une famille à faible revenu, ou qu'il ait plus de difficultés à apprendre et à réussir, ou n'importe quelle autre raison. Parce qu'à la fin, on veut que tous les élèves réussissent dans leur apprentissage. Il faut que les enseignants n'oublient pas que ces élèves qu'ils enseignent, c'est eux qui vont payer leur retraite un jour ou un autre. Bien qu'il soit généralement nécessaire de mettre en place les plans spécifiques pour répondre aux besoins spécifiques des enfants de notre classe, tous les enseignants peuvent prendre un certain nombre de mesures pour créer un environnement sain, utile et inclusif. Pour avoir une gestion inclusive dans notre salle de classe, je dirais qu'il existe de nombreux trucs et astuces qui peuvent être utilisés pour établir une bonne relation élève-enseignant. Une façon de créer une relation solide entre élèves et enseignants consiste à montrer clairement que l'enseignant se soucie des élèves. Il faut que les élèves sentent que leur enseignant se soucie d'eux. Cela peut être fait en discutant avec nos élèves, par exemple en leur posant des questions sur leur journée, leur fin de semaine, etc. Une autre façon pourrait être d'écouter nos élèves. Cela peut se faire en entendant leur opinion, en tenant compte de leurs intérêts et en apprenant les styles d'apprentissage uniques de chaque élève. De plus, nous pouvons développer une forme mutuelle avec nos élèves en leur offrant par exemple des choix et en gardant toujours à l'esprit leur meilleur intérêt. En plus, nous devons toujours être respectueux et justes envers chacun de nos élèves. Nous pouvons
nous en assurer en ne choisissant pas de favoris et en ayant le même comportement dans la salle de classe pour chaque élève. Ou si on corrige les élèves, on les corrige avec le même comportement envers tous les élèves. Par exemple, il ne faut pas favoriser l'élève qui prend des cours supplémentaires payantes avec leur enseignant et défavoriser celui qui n'a pas les moyens pour prendre des cours de tutorat en dehors de l'école parce qu'il est pauvre ou il n'arrive pas à payer des cours supplémentaires. سامح الله بعض المعلمين. De toute façon, c'est un sujet tabou que je vous promets de lui réserver un épisode dans un futur proche. De toute façon, retournons à notre sujet qui est la pédagogie actualisante, où nous pourrons aussi faire connaissance avec nos élèves et leurs familles. Cela peut être fait en prêtant attention à nos élèves pendant les leçons et en leur offrant la possibilité de parler ou de partager ce qu'ils veulent à propos de leur famille. Enfin, en utilisant des mots positifs d'encouragement et des critiques constructives. Ceci est important car cela crée de la confiance avec nos élèves, car ils savent qu'ils peuvent compter sur notre honnêteté. Bien sûr, il existe de nombreuses autres façons ou alternatives d'établir une relation positive entre élèves et enseignants pour en savoir à la fin ou en avoir à la fin une classe qui repose sur une gestion inclusive. Voici quelques stratégies. La première stratégie, c'est ce que j'appelle moi une stratégie qui consiste à accueillir les élèves par leur nom dès leur entrée en salle de classe. On a tous vu les vidéos sur Facebook où on voit des enseignants reçoivent ou accueillent leurs élèves à la porte de la classe avec des gestes émouvants. Et on a tous applaudi parce que cette façon de faire aide à bâtir une bonne relation entre l'enseignant et ses élèves. Donc je dirais que faire l'effort de mémoriser avec précision et de prononcer correctement le nom de chaque élève est un geste de respect à la fois pour l'élève et pour sa culture. Dans de nombreuses cultures, donner des noms est chargé d'une signification symbolique et mal prononcé, ce nom revient à le diminuer ainsi que celui de son porteur. Je citerai un exemple ici. Une certaine famille kabyle qui a une fille qui s'appelle, son nom est Thileli. Son père va aller travailler à Tindouf. Elle va à l'école, son professeur l'appelle Tileli. Il change la prononciation de son nom. Ça va donner une mauvaise impression chez cette fille par rapport à son enseignant. Mais si l'enseignant prend l'effort et prononce très très bien son nom, Tileli, si il le dit bien, là, il est en train de respecter l'enfant, il est en train de respecter sa culture, il est en train de respecter sa classe d'enseignement. Le premier jour de l'école et ou les premières minutes de chaque jour, un bon enseignant fait connaissance avec les étudiants, leur demande ce qu'ils pensent et les invite à faire part de leur espoir et de leur objectif d'apprentissage pour la journée, pour l'année ou même pour la durée de l'unité d'apprentissage.
Lutter contre les préjugés et les stéréotypes en salle de classe est crucial pour créer un environnement d'apprentissage inclusif et équitable. En tant qu'enseignant, on peut y parvenir en examinant nos propres préjugés et stéréotypes, en s'engageant dans un développement professionnel pour accroître nos compétences culturelles et en modélisant un comportement inclusif. Il est également essentiel de donner aux apprenants la possibilité de remettre en question et de confronter les stéréotypes. Cela peut inclure d'exposer les élèves à diverses perspectives et expériences, d'encourager la pensée et la réflexion critique et de faciliter les discussions sur les questions de préjugés et de discrimination. Enfin, les enseignants peuvent encourager les élèves à adopter et à célébrer leur propre identité en promouvant une image de soi positive et en affirmant les qualités et expériences uniques de chaque élève. Une autre stratégie, c'est qu'on doit créer des opportunités pour que les étudiants partagent leurs points de vue et leurs idées et les impliquer dans les processus décisionnels qui affectent leur apprentissage et leur bien-être sont importants pour promouvoir l'autonomisation des étudiants ou des apprenants. Les enseignants peuvent offrir aux élèves la possibilité de partager leurs idées et leurs points de vue, donner aux étudiants les moyens de s'approprier leur apprentissage et de défendre leurs intérêts et ceux de leurs pairs peut également favoriser l'auto-efficacité et les compétences en leadership. L'apprentissage social et émotionnel est essentiel pour le bien-être des élèves et les enseignants peuvent prendre plusieurs mesures pour le promouvoir en salle de classe. Premièrement, ils peuvent enseigner explicitement les compétences sociales et émotionnelles, telles que la conscience de soi, l'empathie et la prise de décision responsable. Deuxièmement, ils peuvent offrir aux étudiants la possibilité de mettre en pratique et d'appliquer ces compétences dans les contextes du monde réel, tels que les projets de groupe ou les scénarios de résolution de problèmes. Troisièmement, les enseignants peuvent recourir à des pratiques réparatrices pour résoudre les conflits et soutenir un comportement positif, par exemple en recourant à des exercices de médiation ou de réflexion pour résoudre des conflits et promouvoir la responsabilité. Grâce à ces efforts, les enseignants peuvent créer un environnement d'apprentissage favorable et stimulant qui favorise un développement social et émotionnel positif conduisant à des meilleurs résultats scolaires et au bien-être général des élèves. Créer un environnement de classe émotionnel sain où les élèves peuvent réussir implique non seulement des interactions élevées d'approbation entre les élèves et les enseignants, mais ça nécessite aussi également de mettre l'accent sur la structure et la routine de la classe. Il existe une sécurité pour les élèves, en particulier ceux ayant des problèmes d'apprentissage et de comportement léger, à modérer en termes de structure et de routine. Aider l'élève à comprendre les attentes quotidiennes nécessite une cohérence dans les routines quotidiennes. Les enseignants croient souvent que l'enseignement des routines et des attentes se produit au cours des premières semaines de l'école, c'est-à-dire au mois de septembre. En réalité, les routines et les attentes sont enseignées chaque jour grâce à l'utilisation par l'enseignant de l'approbation des comportements appropriés et conformes des élèves. Tout changement dans l'horaire ou la routine quotidienne nécessite que l'enseignant prépare les élèves à l'avance pour comprendre le changement qui se produira. Pour certains élèves, les rappels concernant le changement d'horaire ou de routine doivent être effectués plusieurs jours avant le changement.
Par exemple, s'il y a un programme spécial d'assemblée au niveau de l'école, où toutes les classes doivent se rassembler, ou pour donner quelques informations, où la direction veut parler avec toutes les classes, le jeudi matin, l'enseignant, si cette réunion va avoir lieu le jeudi matin, l'enseignant doit annoncer ce changement chaque jour avant l'événement. Ça, c'est très, très, très important pour ceux ou celles qui ont des problèmes de routine dans la classe. Une autre stratégie il y a une autre stratégie que j'aime beaucoup, c'est de bien connaître nos élèves. L'apprentissage de nos élèves individuels est essentiel dans la façon dont nous concevons notre programme et le dispensons. En tant qu'enseignant, il est de notre devoir d'apprendre les comportements, les antécédents et les défis auxquels nos étudiants sont confrontés afin que nous soyons mieux équipés pour y faire face. Un moyen efficace d'en apprendre davantage sur les étudiants et de briser la glace avec eux lors des premières réunions de classe, c'est-à-dire les premières semaines de l'année. Cela peut être accompli au moyen de brèves questions d'enquête, d'inventaires d'étudiants, d'entretiens ou de questions qui peuvent être adaptées pour être de plus en plus sophistiquées en fonction du niveau de l'étudiant. Les questions peuvent inclure les informations sur les goûts et les aversions des élèves, leur intérêt personnel, leurs responsabilités en dehors de l'école et en particulier leur opinion sur les leçons et ou les enseignants qu'ils perçoivent comme efficaces ou inefficaces. Oui, je dis bien, les élèves sont là pour évaluer et aider l'enseignant à s'améliorer dans sa mission d'enseignement. Enfin, quand c'est les élèves qu'on enseigne qui vont payer notre retraite, donc il faut faire le nécessaire pour que ces élèves réussissent dans leur apprentissage. Avec les étudiants plus âgés, nous pouvons poser des questions sur leur expérience, des incidents, des intimidations à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe. Très souvent, les étudiants partagent les expériences personnelles qui les ont profondément marquées. Obtenir ce type d'informations pour aider les éducateurs à mieux répondre aux besoins de leurs élèves. En plus de briser la glace au début de l'année, il est également essentiel de procéder à des enregistrements réguliers avec nos classes. Parfois, au cours d'une année scolaire, les situations peuvent changer. Les étudiants peuvent se retrouver sans abri, sans maison, faire face à un parent qui se remarie ou divorce, ou faire face à des circonstances qui changent leur vie. Plus nous en savons sur eux, mieux nous pouvons comprendre leur situation et leur apporter de l'aide. Créer une culture de classe favorable est crucial pour permettre aux élèves de s'épanouir et de se développer. Pour construire une telle culture, un enseignant peut mettre en œuvre plusieurs méthodes. Premièrement, ils doivent se concentrer sur le développement de la relation ou de relations positives avec leurs élèves en montrant de l'intérêt pour leur vie, en faisant preuve d'empathie avec leurs préoccupations et en apprenant à les connaître personnellement. De plus, les enseignants doivent en être sûrs que les attentes claires doivent être définies et communiquées efficacement aux étudiants. Les apprenants doivent comprendre ce que l'on attend d'eux et quelles seront les conséquences s'ils ne répondent pas à ces attentes. Les enseignants peuvent aussi encourager
un sentiment de communauté et de collaboration entre les élèves en favorisant les activités de groupe, en respectant les différences et les opinions et en encourageant les élèves à travailler ensemble. Il devrait offrir aux élèves la possibilité de s'exprimer dans un environnement sécuritaire et favorable. Plus important encore, les enseignants devraient célébrer les réussites des élèves et reconnaître leurs efforts même s'ils sont modestes. Enfin, l'exemple de comportement et d'attitude positive peut donner le temps à la manière dont les élèves interagissent les uns avec les autres et abordent l'apprentissage. Rendre une salle de classe plus adaptée à l'inclusion et à la culture signifie impliquer les familles et les communautés dans la vie académique des étudiants. Des recherches ont montré que lorsque les parents et les communautés sont impliqués, les élèves sont plus susceptibles d'aller à l'école régulièrement, de faire leurs devoirs, d'obtenir de meilleures notes, d'avoir des meilleures compétences sociales, d'entretenir de meilleures relations avec les parents et d'avoir une plus grande estime de soi. La participation peut se faire de différentes manières, notamment en tant que parent, en communiquant et faisant du bénévolat ou en apprenant à la maison, en prenant des décisions et en collaborant avec la communauté. Les éducateurs devraient communiquer avec les familles, non seulement lorsqu'il y a un problème de discipline, mais aussi lorsque quelque chose de positif se produit. Une communication ouverte et honnête avec les familles peut conduire à une plus grande confiance et développer une relation enrichissante qui permet aux enseignants de poser des questions et d'en apprendre davantage sur leurs élèves et leurs antécédents. Il peut être très utile de contacter avant le début de la rentrée scolaire et de proposer aux parents des moyens de communiquer avec l'enseignant ou avec l'enseignant de leurs élèves. Les enseignants peuvent même inviter les parents à répondre à une enquête d'intérêt pour mieux comprendre leurs élèves, dialoguer avec les parents sur les ressources communautaires ou de soutien pour renforcer les écoles, peut non seulement conduire à une sensibilisation accrue, mais peut également construire les relations communautaires nécessaires pour soutenir les élèves. Enfin, prendre du temps pour les conversations impromptues et des enregistrements organiques peut permettre aux familles de se sentir plus inclus et plus à l'aise. Pour garantir un accès équitable aux opportunités d'apprentissage, les enseignants peuvent prendre plusieurs mesures. Premièrement, ils doivent évaluer les besoins de leurs élèves, proposer un enseignement efficace en utilisant diverses stratégies pédagogiques pour répondre aux divers besoins d'apprentissage de leurs élèves. Deuxièmement, les enseignants peuvent fournir un soutien et des ressources supplémentaires aux élèves qui ont besoin d'une aide supplémentaire, comme par exemple du tutorat ou des programmes parascolaires. Troisièmement, les enseignants peuvent s'efforcer d'éliminer tous les obstacles à l'apprentissage, par exemple en proposant des aménagements aux élèves handicapés ou en garantissant l'accès à la technologie et aux ressources pour tous les élèves. Quatrièmement, les enseignants peuvent créer un environnement d'apprentissage sain et inclusif dans lequel tous les élèves se sentent accueillis et soutenus. Merci beaucoup de vous joindre à moi dans ce voyage explorant le rôle central de la pédagogie actualisante dans l'éducation. Des méthodes ou des stratégies innovantes aux outils révolutionnaires, nous avons ensemble approfondi ce que veut dire la pédagogie actualisante. Alors que je conclus cet premier épisode,
Je vous encourage à poursuivre la conversation, partagez vos réflexions, vos expertises, vos idées avec moi, ensemble exploitant le pouvoir de la nouvelle pédagogie actualisante pour libérer tout le potentiel de l'éducation. Restez à l'écoute pour des discussions plus inspirantes sur la technologie et l'éducation. En attendant la prochaine fois, continuez à apprendre, continuez à grandir et continuez à saisir les possibilités de demain. Au revoir et merci de votre attention.